Le son, vous m'entendez bien jusqu'en arrière de la salle? Ça va bien? Excellent, merci. Excellent. Excellent. À ton signal, Muriel. Prenons place, mes amis, bienvenue. Bienvenue. Alors, on va s'asseoir et on va commencer. Bienvenue à ce 3e forum sur l'universalisme de la cure 2026, avril 2026. Alors, nous sommes ici réunis sous une thématique, le thème cette année du forum sur l'universalisme qui est « Nos idéaux de justice et de vivre ensemble sont-ils sous tension ?» Mon nom est Louis Campagna et on m'a honoré en me demandant d'être votre maître de cérémonie pour cette fin de semaine que nous entamons. Alors, quelques éléments de vaisselle, si on veut. Là, bon, les sorties d'urgence, vous êtes rentrés là, par en arrière, évidemment. Il y a aussi des sorties d'urgence à ma droite. Et ici, là, l'entrée, en sortant et on tourne à gauche, il y a d'autres sorties d'urgence par là. Donc, aux 4 coins de la salle, si on veut, il y a des sorties d'urgence. Mais pas dans le raccoin là-bas. Allez pas là, vous allez vous frapper un mur. Ensuite, les appareils électroniques. Je vous invite, s'il vous plaît, à les mettre sous silence. Étant donné que ceci vous est clairement demandé au départ, si jamais ça arrivait durant les conférences que votre appareil sonnait, ben la gêne en serait d'autant plus forte. Voilà. Il y a des périodes de questions de programmer au fil justement là, du programme et les gens qui sont en ligne, vous aurez aussi l'opportunité de poser des questions, non pas dans la section chat, mais dans la section questions là, de l'application Zoom. Et ces questions-là me sont relayées ici. Je pourrais les prendre. Évidemment, il y a une sélection qui est faite, là, mais on va tenter de répondre au plus de questions possibles qui nous proviennent aussi en ligne. Le temps. Bon, parlons du temps. Le temps disponible pour ce forum est une ressource limitée et donc précieuse que nous partageons. Je vous demande de m'aider à en faire le meilleur usage, notamment en tenant vos interventions à l'essentiel. Si je fais bien mon travail, alors sur cette question du temps, je serai une main de fer dans un gant de velours. 2 dernières choses à l'attention de nos invités cette fois. Volet gestion du temps toujours. Mon collègue Yannick, ici en avant, a des affiches de courtoisie, l'affiche 5 minutes, l'affiche 2 minutes, ce sont des minutes restantes. Yannick est là pour nous aider, là, tout le monde, à rester là, dans nos temps de programme. Voilà. Ensuite, pour nous inviter enfin, en toute humilité, je maîtrise le français, je maîtrise l'anglais, je comprends un peu d'espagnol. Si votre nom n'est pas dans une de ces langues, et même si votre nom est dans une de ces langues, il est possible que je vous débaptise, c'est-à-dire que je prononce mal votre nom. J'ai pratiqué mon texte et j'assume mon ignorance. Je vous demande pardon de manière préemptive. Un nom, c'est une chose importante, donc il n'y a aucune gêne et même séance tenante à ce propos là, de me rectifier, là, désamorçons ça dès à présent. Alors, ne vous gênez pas pour rectifier la prononciation en prenant la parole. Alors, sans plus tarder maintenant, je vais céder la parole à Mme Muriel Chatelier, là, qui se passe de présentation détaillée. Nous la connaissons, c'est notre présidente et fondatrice de la Cure, soit pour un mot d'ouverture de ce forum 2026. Accueillons Mme Muriel Chatelier. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui et je salue aussi les gens qui sont en ligne. Je salue particulièrement mon père et ma mère qui sont en ligne. Bonjour mamie, bonjour papy. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 3e édition de notre forum sur l'universalisme. Donc, chaque année, ce forum est pour nous une occasion privilégiée de réfléchir collectivement à une question essentielle. Comment préserver un cadre commun capable de rassembler des citoyens au parcours, aux origines et aux sensibilités diverses? Depuis la création de la Cure en 2022, nous poursuivons un objectif simple mais exigeant, contribuer à un débat public plus ouvert, plus nuancé
et surtout plus constructif sur les enjeux liés au vivre ensemble. Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi ce travail en multipliant les interventions publiques, en organisant des activités de discussion avec nos membres et en participant à différents échanges dans le milieu collégial. Ces rencontres, particulièrement avec les jeunes, sont toujours très stimulantes parce qu'elles nous rappellent que les questions d'identité, d'intégration et d'appartenance ne sont pas abstraites, elles sont vécues concrètement par une nouvelle génération de Québécois qui cherchent sa place dans un monde marqué par de fortes tensions idéologiques. Nous avons également poursuivi notre réflexion sur les politiques publiques liées à l'intégration, notamment dans le cadre du projet de loi 84. Une question nous apparaît centrale. Comment favoriser un sentiment d'appartenance partagé qui permette à chacun de se reconnaître dans la société québécoise sans pour autant enfermer les individus dans des catégories identitaires réductrices? C'est précisément ce questionnement qui inspire le thème de notre forum cette année. Nos idéaux de justice et de vivre ensemble sont-ils sous tension? Depuis quelques années, on observe une multiplication de débats portant sur l'équité, la diversité et l'inclusion, sur la discrimination positive, sur le racisme systémique, mais aussi sur la place de la culture commune et sur la manière dont nous concevons l'égalité entre citoyens. Ces débats ne sont pas simples, ils soulèvent parfois des désaccords profonds, mais ils sont nécessaires, car toute société démocratique doit être capable de réfléchir aux principes qui la fondent, l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, la solidarité civique et la possibilité de partager un espace commun malgré nos différences. Au cours des 2 prochains jours, nos invités aborderont ces questions sous différents angles. Je tiens à souligner que toutes ces personnes sont engagées d'une façon ou d'une autre dans les discussions sur la place publique et qui viennent tous d'univers différents. Donc, à la Cure, nous favorisons une réelle diversité, celle des points de vue. Nous commençons donc ce matin par une discussion autour d'une interrogation qui suscite beaucoup de réactions. Le nouvel antiracisme contribue-t-il à renforcer les divisions raciales? J'aborderai la question avec Trait d'Olympe, un créateur de contenu que j'ai découvert récemment. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le découvrir que moi j'en ai eu. Nous poursuivrons avec une réflexion sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune, notamment à partir du rapport Dubreuil, dont la présentation sera suivie d'une table ronde consacrée au parcours d'intégration des enfants d'immigrants. Cet après-midi, nous examinerons également les rapports entre les politiques EDI et les programmes d'accès à l'égalité, ainsi que certaines tensions idéologiques qui traversent aujourd'hui les mouvements sociaux contemporains. Demain matin, nous aurons le privilège d'accueillir la sociologue Nathalie Hennick, qui nous invitera à réfléchir à la place de l'universalisme face aux logiques communautaristes. Ce sera ma compatriote Françoise qui va diriger un entretien avec elle, qui va porter principalement sur un ouvrage que j'utilise beaucoup comme référence quand je donne des conférences dans les cégeps, donc « Oser l'universalisme contre le communautarisme ». Nous discuterons également du rôle que peuvent jouer nos institutions dans la promotion d'un cadre commun fondé sur l'égalité civique ainsi que des différents modèles d'intégration proposés aujourd'hui au Québec. Enfin, nous terminerons notre forum avec une réflexion du chroniqueur Christian Rioux sur la pluralité des idées et sur la culture du débat, un enjeu particulièrement important à une époque où les désaccords sont parfois perçus comme des fractures irréconciliables plutôt que comme des occasions d'enrichir notre compréhension du monde. Donc, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos conférenciers et panélistes qui ont accepté de participer à cette discussion avec ouverture et rigueur. Donc, puis je souhaite également remercier les membres du comité
collaborateurs de la Cure dont l'engagement rend possible la tenue de cet événement année après année. Donc, au nom des innombrables réunions auxquelles nous participons tous, jour après jour, la moindre des choses, c'est de les nommer. Donc, je remercie Stéphanie Salagan, Marie-Jolimise Gourdet, qui est quelque part dans le monde, mais pas à Montréal, Yannick Lacroix, Valérie Damourette, Françoise Ha, Dave François, Stéphane Wall, Guillaume Barr et Louis H. Campagna, qui est notre animateur aujourd'hui. Je remercie également mon ami Stéphane Fauguin pour son implication et son soutien. Et bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent la Cure. Donc, notre organisation ne bénéficie toujours d'aucune subvention. Elle existe vraiment grâce à l'engagement volontaire de citoyens qui croient à l'importance de préserver un espace de dialogue respectueux où il est possible d'exprimer des points de vue différents sans être caricaturés. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance de cet espace. Plus que jamais, nous croyons que l'universalisme peut constituer un point de rencontre, une manière de penser la justice et le vivre ensemble qui met l'accent sur ce qui nous unit tout en reconnaissant la diversité des parcours individuels. J'espère donc que ces 2 journées permettront des échanges riches, des discussions stimulantes et peut-être de nouvelles pistes de réflexion pour l'avenir. Donc, je vous souhaite à tous un excellent forum. Merci. Nous enchaînons avec un plaidoyer pour une justice universelle. Maître Stéphanie Salagan est membre du comité organisateur de la Cure. Elle est médiatrice sociale et avocate. Elle est impliquée comme membre de la Cure et du comité organisateur du Forum là, depuis plusieurs années, ainsi que dans plusieurs initiatives communautaires. Elle est titulaire d'une maîtrise en prévention et règlement des différends et d'un baccalauréat en droit. Elle a travaillé à l'Institut Pacifique en tant que médiatrice sociale à Montréal-Nord. Elle a mis en place le Carrefour des voisins à Annecy-Bordeaux-Cartierville en instaurant le concept d'école communautaire afin de favoriser l'intégration interculturelle et économique des immigrants à la société québécoise. Elle a aussi agi en tant que procureure de la Couronne à la Direction des poursuites pénales et criminelles à la Cour municipale de Montréal. Alors, accueillons Maître Stéphanie Salagan. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 3e forum de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, faisons un bref rappel. Qu'entend-on par racialisme et en quoi est-ce que cela se distingue du racisme? Le racisme, c'est de discriminer quelqu'un à cause de sa race, de l'exclure au nom de sa race. Le racialisme, lui, est une manière de penser pour enfermer les individus dans des catégories raciales, d'analyser la société à travers la race et ou mettre en place une différenciation de traitement en fonction de caractéristiques raciales est encouragée. Le problème étant que le racialisme remet la race au centre des décisions. Il recrée des divisions affectant le vivre ensemble en recréant des problématiques de race qui étaient déjà dépassées. L'introduction du racialisme comme une voie à suivre pour construire la société de demain tend à vouloir redéfinir nos idéaux de justice en diminuant, pour une même situation, les chances d'accès à certaines personnes pour augmenter les chances d'accès à d'autres, remettant ainsi en cause l'accès égal des chances pour tous. Le racialisme contredit l'idéal d'enrayer le racisme de notre société. Pourquoi avons-nous choisi cette année de se questionner si nos idéaux de justice et de vivre ensemble sont en tension? Plusieurs raisons justifient ce choix. Quand on parle d'idéal, de quoi parle-t-on? On parle d'une ambiance, d'une aspiration qui rejoint le collectif, d'une façon de vivre qui inspire les gens à incarner le meilleur d'eux-mêmes. Quand on parle de justice, on parle de rectifier des situations pour amener la dignité, de reconnaître les faits réels qui se sont déroulés dans une situation et de s'attendre à ce qu'il y ait des correctifs pour éviter que cela se reproduise. Qu'est-ce qui vient aujourd'hui fragiliser ces idéaux de justice?
Revenons d'abord au fondement des garanties fondamentales sur lesquelles s'est construit notre système de justice. Le droit d'être entendu, la présomption d'innocence, une décision rendue par un juge impartial, le principe selon lequel nul ne peut être juge de sa propre cause. Ces dernières années, nous avons vu des procès d'intention se dérouler sur les médias sociaux. Dans certains cas, ce sont les médias même qui ont joué le rôle de tribunal pour diffuser publiquement des accusations, qui ont contrôlé la preuve et évalué la crédibilité des personnes impliquées. Il en a résulté parfois un verdict social implicite sans que la personne concernée ait eu la chance de présenter sa version des faits. Cette posture pour entraîner des conséquences importantes sur la réputation et la carrière d'un individu, ayant des effets comparables à un jugement formel. Il en résulte une forme de justice parallèle, fragilisant même le principe des garanties fondamentales telles que la présomption d'innocence et que nul ne peut être juge de sa propre cause. Soyons clairs, le journalisme d'enquête est légitime et essentiel dans une société démocratique. Mais lorsqu'il produit des effets équivalents à un jugement, il entre en tension avec les principes des garanties fondamentales. Aussi, je voudrais faire une remarque sur les programmes EDI et leur potentielle réhabilitation des personnes qui ne partagent pas l'idéologie qu'elles promeut. Pour nous, l'EDI est souvent une réintroduction de stéréotypes et de préjugés que nous avons cherché à dépasser avant leur création. Il faut savoir que la société avait fait un très bon bout de chemin en voie vers une harmonie sociale avant l'introduction de ces principes stigmatisants dans notre société. La culpabilisation qui se met à travers les programmes EDI a même résulté en le suicide de M. Richard Bilsko le 13 juillet 2023, directeur d'école et défenseur acharné de l'éducation publique et de l'intégration des minorités. Pour avoir simplement fait valoir durant un atelier EDI qu'il ne croit pas que le Canada serait plus raciste que les États-Unis, que le Canada n'est pas parfait, mais c'est pas un enfer et que c'est moins pire que les États-Unis, M. Bilsko s'est fait intimider par l'animatrice tout le restant de l'atelier, illustrant que ce propos est typique du suprémacisme blanc. La commission scolaire a pris immédiatement ses distances au lieu de chercher à établir les faits et a même refusé d'étudier l'incident durant l'absence maladie de M. Bilsko. La commission scolaire a annulé son contrat de travail et a retiré une invitation lui ayant permis d'assister à une remise de diplôme. Il a décidé de poursuivre la commission scolaire, mais toute cette pression psychologique l'a poussé au suicide. Bref, est-ce d'autres raisons de s'intimider entre adultes que l'on cherche à instaurer dans notre société pour satisfaire un désir de règlement de compte lié à un passé esclavagiste canadien dont nous ne sommes pas responsables aujourd'hui? Nous proposons plutôt de notre côté d'enrayer toute stigmatisation, noir, blanc, de couleur, et de mettre fin à ces programmes qui contribuent à créer des nouveaux préjugés et stéréotypes en alimentant des nouvelles croyances dont la suprématie blanche. Loin de rapprocher les gens, ces croyances négatives permettent de blesser ouvertement des groupes en leur portant des jugements dans le but de devenir une valeur sociale à adopter. Quelle finalité veut-on atteindre comme idéal de société avec cette construction stigmatisante? Une guerre sociale? Une guerre de race? Parlons maintenant des évaluations de l'incidence de l'origine ethnique, les rapports EIOEC, des rapports qui analysent les effets de la pauvreté, du racisme, de l'exclusion sociale des délinquants noirs et racisés et leur expérience de vie pour déterminer la peine dans le cadre d'un processus judiciaire. Le problème avec ces rapports étant que la responsabilisation de l'individu est amoindrie en excusant le fait que l'individu n'a pas utilisé sa conscience, n'a pas utilisé sa raison et les outils nombreux et disponibles que la société lui offre pour se prendre en main. Comme si l'individu ne serait pas responsable des choix qu'il prend. De plus, en aucun moment, on se questionne à savoir à qui la justice devrait-elle rendre service, aux criminels ou aux victimes? Quelle confiance la victime, sa famille et son entourage aura envers le système judiciaire si la justice n'est pas rendue de façon équivalente pour tout criminel? Si le système commence à accorder plus d'importance à expliquer les actes qu'à reconnaître les conséquences, le sentiment d'injustice perdurera et créera de plus en plus de frustration.
Pour nous, il s'agit d'une atteinte à l'égalité formelle où chaque individu doit être jugé selon les mêmes règles pour les mêmes actes. Le principe de l'égalité formelle, tel qu'énoncé par l'article 10 de la Charte québécoise, dit qu'on ne peut pas traiter quelqu'un différemment à cause des caractéristiques protégées. Ceci afin de s'assurer que tous reçoivent le même traitement, peu importe leurs différences. Nos idéaux de justice au Québec sont enchâssés dans la Charte québécoise, dont une grande portion protège des droits économiques et sociaux, en plus de la non-discrimination dans divers domaines de la société. Par contre, certains événements contemporains mettent en tension certains de ces droits, dont la liberté d'expression. Au Québec, l'affaire récente survenue à l'Université Laval, où certaines associations étudiantes ont cherché non pas à débattre des idées proposées par les intervenants liés au Parti québécois, mais à empêcher la tenue de la conférence même, s'agissait d'un exemple très clair et encore présent dans notre société en 2026 de la culture d'annulation. Quand des groupes remplacent les règles du droit par leurs propres convictions, ils s'attribuent un pouvoir qui appartient normalement aux tribunaux. Et ce faisant, ils mettent en danger un principe fondamental, le droit de débattre librement. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2025, Charlie Kirk a été assassiné pour avoir voulu créer un espace démocratique de discussion, un lieu où les idées pouvaient s'exprimer librement et dans le respect. Un exemple international d'une attaque sérieuse au droit à la liberté d'expression. Par rapport au vivre ensemble au Québec, des tensions réelles et actuelles se déroulant même au sein de la Cour suprême sont présentes et concernent la laïcité de l'État et la place de la religion dans l'espace public. Certains y voient une protection de la neutralité de l'État, d'autres y voient une forme de discrimination envers certaines minorités religieuses. Pour comprendre jusqu'où ces tensions peuvent aller, il peut être utile de regarder ailleurs lorsque la frontière entre la religion et l'État disparaît complètement. Prenons la situation actuelle en Iran. Un État fondé sur une religion. Les lois, les institutions et les libertés individuelles sont directement influencées par des règles religieuses. L'obligation pour les femmes de porter le voile, sinon il peut y avoir des sanctions pénales, des violences physiques et même la mort. L'existence d'une police des mœurs qui fait respecter les normes religieuses dans l'espace public de façon assez violente. Des restrictions portées à la liberté d'expression, notamment quand cela est jugé comme étant contraire aux principes religieux. Quand la religion et l'État ne sont plus séparés, c'est toute une société qui peut être organisée autour d'une vision unique et cela mène à moins de liberté individuelle et moins de diversité d'opinions. Bien sûr, le Québec n'est pas l'Iran, mais cet exemple nous rappelle pourquoi la séparation entre la religion et l'État est un choix fondamental pour la liberté. Nous avons vu les tensions, nous avons vu les dérives possibles. Maintenant, il est temps de se poser une question clé. Quel Québec voulons-nous? Nous voulons conserver le fondement même qui a amené la création de la Charte québécoise, soit que tout le monde doit être considéré comme égal, car humain, et que toute référence à la race doit être éliminée afin de conserver une société juste et égalitaire. Nous ne voulons pas devenir une société individualiste au service des droits individuels, mais une société où le filet social est préservé, permettant que les valeurs de l'entraide soient mises de l'avant pour protéger les Québécois contre la pauvreté, la maladie, d'avoir accès à une bonne éducation, l'aide financière, les CPE, etc. Nous voulons préserver notre modèle québécois de social-démocratie hérité de la Révolution tranquille, où la recherche de l'égalité formelle est au centre des décisions de l'État. L'égalité formelle telle qu'énoncée par l'article 10 de la Charte québécoise. Bref, nous voulons préserver notre système public universel et ne pas se conformer à une idéologie importée qui en changerait les termes, où l'accès ne serait plus universel, mais deviendrait des accès privilégiés à certains à cause de leur race ou de leur couleur de peau. Je vous souhaite 2 belles journées parmi nous afin d'approfondir davantage ces thèmes. Merci.